ville de Kinshasa, Mike Mukebai. Avec lui, nous allons débattre de quelques temps forts de l'actualité. Vous le savez, le pays est vraiment en ébullition, si je peux me permettre l'expression. Très heureuse d'être avec nous, Mike Mukebai. Merci beaucoup, Paulette Kimontou. Mike Mukebai, nous venons d'apprendre tout à l'heure que l'émission que Télé 50 devait diffuser de Corneille Nangaa, qui est aujourd'hui, vous le savez, candidat à la présidence ou à la présidentielle, a été annulée. Est-ce que vous estimez que Jean-Marie Kassamba a reçu beaucoup de pression pour qu'une émission pareille qui a fait du buzz, l'extrait a fait du buzz, soit annulée? Je ne peux pas parler à la place de Jean-Marie. Lui seul connaît la réalité et ce qu'il a vécu. Mais je sais que c'est un grand professionnel quand il annonce une émission et que d'ailleurs même des extraits ont été balancés et que nous avons tous suivi ces extraits-là et que par la suite l'émission ne passe pas. J'imagine, donc vraisemblablement, qu'il a subi des pressions, que c'est une émission qui allait déranger le régime. Le régime était dérangé à la suite des propos de Corneille Nangaa dans Jeune Afrique où il disait qu'il y avait eu un deal. Alors plutôt que de chercher à polémiquer avec Emmanuel Macron autour de la question et revenir sur le propos d'Yves Le Drian, laissez alors Nangaa parler. Lui, le témoin qui dit lui-même qu'il a été aux premières loges, qu'il y a eu effectivement un deal. Mais tous le savent dans le milieu informé qu'il y a eu un deal, qu'il y a eu un compromis avant la proclamation des résultats. Mais quand Yves Le Drian, il faut que les uns et les autres comprennent dans quel contexte Yves Le Drian l'a dit. Il est dit un peu par dépit, parce que chaque fois, ce sont les Occidentaux qui sont chargés, comme quoi qu'ils font de l'ingérence dans les politiques africaines. Mais cette fois-là, ça a été un deal entre Africains. Les Occidentaux ont été mis devant un fait accompli. Ils ont été surpris. Ils n'étaient pas au courant qu'il s'est tramé quelque chose de cette nature-là. Vous savez comment ça s'est produit. Je ne peux pas livrer tous les détails ici pour l'instant, mais viendra un moment donné où nous mettrons tous ces détails-là sur la place publique. Mais vous savez qu'une délégation est partie de Kinshasa avec Kalev Moutonde, et cette délégation a été reçue par Kagame, Paul, alors président de l'Union africaine. Et qu'avant, Paul Kagame avait demandé... Et Paul Kagame était vent debout, il demandait le récomptage de voix au nom de l'Union africaine, mais avant qu'il ne reçoive la délégation congolaise, celle-ci s'est entretenue avec Jess Kabarebe, qui a dit que Paul Kagame, lui, était très réservé sur cette question-là, qu'il tenait toujours au récomptage de voix, mais que la délégation congolaise pouvait s'assurer de son intercession pour qu'il persuade Kagame de changer d'avis. Ils ont vu Kagame, par la suite, James Kabarebe a dit « je ferai le reste » et il l'a fait auprès de Kagame. Et une fois que Joseph Kabila avait la certitude, il y a eu un appel qui est parti de Kinshasa à Ramaphosa pour dire « voilà ce que nous allons faire ». Et d'autres chefs d'État africains, notamment le Kenyan et l'Égyptien, ont été impliqués dans cette affaire-là. Nous reviendrons avec force détail. Mais est-ce que Nangaa ne risque-t-il pas la prison? Parce que beaucoup disent que Nangaa doit être interpellé, parce que ça c'est vraiment jeter le pavé dans la mare, comme on dit. Martin Fayulu a dit qu'il va porter plainte, puisque Martin Fayulu n'a jamais, en tout cas, laissé tomber son histoire de... Je ne donne pas beaucoup de chance à l'initiative de Martin Fayulu, mais je l'encourage à l'entreprendre. Vous savez que là, si vous touchez en fait sur le socle, au socle sur lequel ce régime est assis, si vous parlez d'un voleur que vous dénoncez, que vous allez poursuivre, mais ces voleurs-là, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait du produit du vol? Il l'a remis à un receleur. Il a remis le produit du vol à un receleur. Donc, il n'y a pas beaucoup de chances que le régime laisse faire ces procès-là. Mais j'encourage Fayulu à entreprendre cette initiative-là. Donc, aujourd'hui, Kagame on a donné un plat vraiment comme ça, servi comme ça à Paul Kagame pour qu'il puisse parler du mal de nous. Non, vous ne lui avez donné aucun plat parce que ça s'est fait chez lui, il essaie, il est au courant. C'est pour ça qu'on a dit que oui, aujourd'hui... et c'est cela le problème, c'est ça le problème de nos institutions. Vous arrivez en responsabilité par des voies illicites, mal élues. Alors, ce que vous cherchez en premier lieu, c'est d'aller vers vos homologues dans la région pour obtenir la reconnaissance. Une certaine légitimité. De leur part. Et c'est ça le problème, et ça vous met en position de faiblesse. Vous faites des concessions au tout début de votre régime et de votre mandat. Ça vous lie et par la suite, vous ne savez pas comment vous en sortir. Et voilà à quoi ça nous a conduit. C'est la situation que nous connaissons aujourd'hui. Tout se met ensemble quand vous suivez
les déclarations du conseiller privé qui nous a révélé qu'on est allé vers le voisin pour lui demander de devenir le sous-traitant de mines congolaises, ainsi de suite. Tout se met en place, vous comprenez, qu'il y a eu des concessions qui ont été faites et que par la suite, les choses ont très mal tourné. Et voilà, c'est les raisons fondamentales de cette crise. C'est cela. Vous êtes vraiment un fin communicateur, Mike Moukebaye. Quelle est votre lecture de cette conférence de presse entre le président de la République et Emmanuel Macron? Est-ce que c'était vraiment un combat de boxe? Ils se sont vraiment rentrés dedans? Ça n'a pas été le cas. Macron est venu ici pour tracer la nouvelle ligne française. La France est mise en mal dans son précaré ouest-africain. Les Guinéens lui ont tourné le dos, les Maliens, les Burkinabés. La France s'est dit, OK, d'accord, il faut aller réchauffer l'Afrique centrale, où il y a de vastes pays francophones avec qui j'ai toujours entretenu de bons rapports par le passé, mais en intégrant aussi un pays lusophone. Macron n'est pas venu qu'à Kinshasa, il est passé par le Gabon, par Luanda et par Brazzaville. Donc vous comprenez, c'est toute une politique imaginée par la France. Et vous avez vu que dans les propos de Macron, il n'a pas cherché à polémiquer. Pas du tout. Il nous a présenté, oui, il a présenté cette nouvelle politique. À nous, dans cette nouvelle politique, de savoir placer notre carte. De ne pas nous plaindre que le Macron vient ici pour nous et au compte des intérêts français. Normal qu'un chef d'État se déplace pour les intérêts de son pays. Et d'ailleurs, on dit les intérêts de la France. Il ne se déplace pas pour les intérêts de Macron. Mais quand fait Tshisekedi, quand nos chefs d'État africains se retrouvent face à leurs autorités occidentaux, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Leurs propres intérêts. C'est ça le problème. C'est ça le problème. S'il te plaît, la politique étrangère de la France reste la même sous n'importe quel président de la République. Bon, on peut pas dire. De gauche, de droite. Non, on ne peut pas dire qu'elle reste la même. Les approches diffèrent toujours à certains points de vue. Mais tout le monde le sait que les puissances du monde viennent avant tout en regardant vos pays sous les lunettes qui sont les leurs à eux. À vous de les renverser pour dire non, messieurs, mettons-nous d'accord. Ça, ce sont des intérêts congolais. Je vais vous donner un exemple. En ce qui concerne les lithium, nous avons longtemps vanté que nous détenons de grandes réserves de lithium qui est appelé le pétrole du XXIe siècle. Qu'est-ce que nous avons fait de notre lithium? La seule réserve certifiée de la communière. Nous avons bradé les actifs de la communière. Plutôt que de conserver entre les mains de l'État ces lithium et de chercher des investisseurs, de gros investisseurs, à qui nous pouvons dire, messieurs, si vous voulez exploiter notre lithium, vous allez les traiter sur place. Ça va vous donner la plus-value, ça va vous créer des emplois. Maintenant, là, nous le bradons à quasi des intermédiaires, de petites entreprises, qui vont l'exploiter, qui vont l'extraire brut et l'exploiter en tant que tel. Donc nous perdons, nous. Et dans l'entretemps, nous nous flattons de détenir de réserves importantes de lithium, mais toutes ces dernières semaines, d'énormes quantités, d'énormes réserves ont été découvertes ailleurs. Par exemple, en Iran, il a été découvert 8,9 millions de tonnes de réserves de lithium en Inde. Ça signifie que ceux qui ont besoin de lithium iront dans ces pays-là qui présentent des infrastructures appropriées pour l'exploitation. Emmanuel Macron est arrivé ici avec le plus grand minier français. Je crois que l'entreprise s'appelle Eramet. Qu'est-ce qu'Eramet a dit? Que les standards ici sont en deçà de la moyenne et donc que l'entreprise ne peut pas s'installer. Vous n'avez tout le temps qu'à vous plaindre des autres alors que vous-même, vous ne créez pas les conditions pour que le Congo avance. Et ça a été ça les discours d'Emmanuel Macron. Un discours qui nous responsabilise, nous, en tant qu'État. Il nous faut travailler à reconstruire l'État, à restituer l'État, à redresser l'État dans ses ressorts régaliens. Avons-nous fait ce travail-là? 5 années d'administration Tshisekedi, posez-lui la question, qu'est-ce qu'il a fait dans la voie de... Non, le pouvoir, c'est que vous y arrivez, vous faites des promesses, et à la fin, en termes d'agrégats, pas des réalisations isolées, vous nous dites ce que vous avez accompli. C'est cela. Ce n'est pas de comparer le mal au pire. Non, ça, pas du tout. Alors, en 5 ans d'administration Tshisekedi, en ce qui concerne la restauration de l'autorité de l'État, qu'est-ce qui a été fait? Les Koulouna sont plus actifs dans la ville de Kinshasa aujourd'hui qu'hier. J'ai vu des images atroces dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui s'est fait couper une main ici dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est encore Macron ou c'est encore Kagame?
qu'avons-nous accompli des progrès dans la restauration de l'autorité d'État? Qu'avons-nous accompli? Plutôt, Félix Tshisekedi a trouvé une centaine de groupes armés. Ces groupes armés sont devenus plus opérants aujourd'hui qu'hier. Et maintenant, l'État collabore même quasi officiellement avec ces groupes armés. Prenez l'exemple de Salamabila dans le territoire de Kabambare, province du Maniema. Pour installer, investir l'administrateur du territoire qui a été nommé ici par Félix Tshisekedi, le ministre provincial de du Maniema a dû faire le déplacement avec lui pour le présenter au chef Maïmaï de lieu, qui à son tour lui a dit « Monsieur, vous devez obéissance à mon chef d'état-major général ». Vous vous rendez compte un peu dans quelle situation nous sommes? C'est cela. C'est cela la tristesse. Et c'est ça ce que Macron nous a dit. Il nous a renvoyé notre propre reflet à travers le miroir. Regardez-vous en face. Que faites-vous? Mike Moukeba, c'est vrai. Il a dit depuis 1994. Et par ailleurs. Depuis 1994. Hein, ouais. il a vraiment situé l'époque depuis 1994. Mais d'autres voix s'élèvent pour dire c'est bien bon. Mais quand la RDC réclamait le départ des Hutus qui sont entrés en 1994 avec des résolutions des Nations Unies, la communauté internationale, dont la France fait partie, on dit non, on donnait leur droit de veto. Personne ne voulait. Non. Et d'ailleurs, remarquez comment, excusez-moi si je peux le dire ainsi entre guillemets, Félix Tshisekedi a été un peu distrait lors de cette conférence et nous tous par la suite. Macron a ouvert une brèche. Il a dit oui, la controverse autour de cette question de la présence de Hutus. Est-ce qu'on ne peut pas y mettre un terme? Il a proposé qu'on mette en place une commission d'historiens. Est-ce que vous avez vu Félix Tshisekedi rebondir pour dire ok, allons-y. Réglons cette affaire, que les responsabilités soient établies. Il l'a dit, lui, il est ouvert. Il vous l'a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1994? Les Zaïre de Mobutu étaient-ils un pays indépendant ou pas? Un pays indépendant et souverain. Mais on a qu'est-ce que... Attendez. On vous demande... Celui-là, il ne faut pas venir me les citer. Hein. Ça, ce sont des gens qui ont participé à la déliquescence que nous connaissons aujourd'hui. Il a eu tout du Congo et en retour, il n'a rien donné au Congo. Tout de son bas âge. Alors, on vous a demandé d'ouvrir un corridor humanitaire, ce qui est tout à fait humain, parce qu'il n'y avait pas que des militaires qui cherchaient à traverser la frontière, il y avait des civils qui fouillaient la guerre, les génocides. Il nous a été demandé d'ouvrir un corridor humain. Un corridor humain, c'était pour recevoir qui? Pour recevoir des réfugiés. Et nous connaissons les dispositions en la matière qui sont coulées dans la Convention de Genève. Vous fermez la frontière, vous les désarmez, vous les faites entrer. C'est Mobutu qui accepte que parmi les civils, qu'il y ait des militaires dans un calcul de reconquête du pouvoir à Kigali. Il avait perdu son ami et allié Abiyarimana. Et la France également avait perdu. Ils ont d'influence. Donc Mobutu, qui à l'époque était isolé diplomatiquement, s'est dit, pour un rapprochement à la France, j'accueille les hommes armés, je les garde chez moi, dans les 3-6 mois, ils peuvent repartir pour la conquête du pouvoir à Kigali. Donc nous devons nous assumer. C'est cela ce qui a été fait. Et il n'est pas seulement dit de fermer la frontière, de les désarmer, sinon ils n'entrent pas parce qu'ils restent militaires alors qu'ils se battent chez eux. Non seulement ça, mais longtemps le Rwanda a exigé que nous les éloignions de la frontière comme il est exigé dans ces mêmes traités internationaux. De les éloigner d'au moins 150 km. Mobutu les a gardés là, c'est que nous a valu, entre autres raisons, la guerre de l'Afdel. Ça a été ça. Alors c'est ça. Alors, non, l'opération turquoise, c'est celle qui est mise en place quelque temps que les génocides ne se produisent. Et aujourd'hui, on veut faire passer la France pour la meilleure amie du Rwanda. Que non. La France a connu des relations très difficiles. C'est à peine que les deux pays s'engagent dans la normalisation avec Macron, puisque quelque part des progrès ont été accomplis dans la voie d'établissement des responsabilités en ce qui concerne les génocides. Kigali a toujours accusé la France d'avoir été l'élément catalysateur, d'avoir occasionné les génocides. Et même de porter une certaine responsabilité, parce que pendant que les génocides se perpétraient, la France était en train de quitter le Rwanda. Et même le monde était en train de quitter le Rwanda avec la mission, la Minoire. Il y a des relations très difficiles. Je ne sais pas si les uns les autres le savent. La France avait même confié ce travail-là d'enquêter contre le pouvoir de Kagame avec les juges Lubriger.
Moi, j'ai assisté moi-même à une commémoration du génocide à Kigali en 2004, au stade Amahoro, où la France était représentée par son secrétaire, je crois, d'État aux affaires étrangères. Il était là, Kagame était en train de faire son discours en Kinyarwanda. À un moment, il est sorti des textes et s'est retourné pour lancer des pics aux représentants de l'État français, pour lui dire que la France était responsable. Il y a eu même un incident diplomatique parce que le représentant de l'État français est sorti et même a regretté que l'on mêle la polémique et la commémoration. Ils ont toujours eu des relations difficiles, c'est à peine qu'ils sont en train d'harmoniser. C'est cela. Ce n'est pas pour autant que le Rwanda ne s'est pas construit. Le Rwanda s'est construit en hostilité ouverte avec la France. Quelle est notre part de responsabilité? Notre part de responsabilité, vous vous plaignez. Mais le Rwanda a un atout et aura toujours un atout sur nous. Vous vous plaignez que le Rwanda est soutenu par les Occidentaux, qu'il a des alliés sûrs, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, par ricochet, les Occidentaux dans l'ensemble. Mais le Rwanda a construit ces alliances-là. Nous, qui est notre allié? Le seul que nous avons. De Joseph Kabila fait Tshisekedi, aucun. Si les États-Unis aussi grands ont des alliés partout dans le monde, vous n'en avez aucun, c'est par la faute de qui? Vous ne savez pas penser. Cette diplomatie agissante n'a pas donné... Non, c'est qui notre allié le plus grand que nous avons? Lesquels, même le plus petit? Vous savez que le pouvoir éthiopien a été sauvé. Il était à deux doigts de tomber face à la poussée rebelle. S'il a été sauvé, c'est grâce à un allié, la Turquie, qui est si loin, avec laquelle l'Éthiopie a signé des accords militaires. C'est cela, un pays sérieux. Quel est notre allié, le moindre que nous avons, même dans la région ici? C'est lequel? C'est lequel? Vous vous plaignez que l'Union européenne a décaissé 20 millions d'euros pour l'assistance militaire au Rwanda. Mais ces fonds n'ont pas été donnés pour pousser le Rwanda à combattre la République démocratique du Congo. Le Rwanda a réussi à se mettre à un niveau et l'Europe a bien besoin du Rwanda dans cette position et renforce le Rwanda. Le Rwanda est l'un de grands contributeurs en ce qui concerne... Attendez, en ce qui concerne... Qu'est-ce que le Rwanda a que nous... Attendez, je vous donne déjà un atout du Rwanda face aux enjeux internationaux. Oui. Le Rwanda, c'est l'un des pays, le grand contributeur en matière de force de maintien de paix en Afrique. Okay. Le Rwanda a envoyé son contingent en République centrafricaine. Le Rwanda a un contingent actuellement en Mozambique dans la lutte contre le terrorisme qui est une cause internationale. Et le monde le renforce pour ça. C'est qu'ils soient assez intelligents pour se donner ce rôle-là et se rendre indispensable au monde. Nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est cela la différence entre nous et eux. C'est cela la différence. Vous en êtes encore à des ministres qui cherchent des selfies avec des chefs d'État étrangers. Ils sont dans des gamineries. C'est cela la différence. Donc le Rwanda s'est créé des rôles qui font qu'il est devenu indépendant et indispensable dans le jeu international. C'est une intelligence. Tout le reste, les condamnés, oui, il reste le Congo, mais ça c'est une... Et nous, qu'est-ce que nous faisons dans l'entretemps? Donc, le monde envoie ces millions parce qu'il y a une cause internationale à laquelle participe le Rwanda. Nous sommes incapables. D'ailleurs, personne n'acceptera nos troupes. Nous avons essayé de les envoyer en République centrafricaine, ça s'est très mal passé. Nos troupes se sont très mal comportées et ont été renvoyées. Et la meilleure, nous n'avons même pas rendu à nos troupes ce qui leur a été payé par les Nations Unies. Ils s'en plaignaient d'ailleurs. Ben, vous vous rendez compte un peu, nous sommes quel État? C'est cela le problème, ma grande. C'est cela, d'avoir une conception claire de la position. Comment construire... Comment construire un État fort sans regarder le Rwanda, sans regarder l'Angola. Nous-mêmes d'abord. Hein? C'est quoi notre position géostratégique? Qu'est-ce qu'il nous faut? Sur quel levier appuyer? Quel est le pays qui peut nous accompagner? C'est cela. Et comme ça, une ligne tracée. Et qui va traverser? Qui y pense? Personne n'y pense. Hein? Est-ce que c'est une dimension intégrée dans la gouvernance de la République démocratique du Congo? N'allez demander pas surtout ça au régime actuel. Ils sont loin à 1000 années-lumière de cette intelligence-là. C'est cela le problème. C'est cela ce qui est fondamental. Et c'est cela ce que Macron nous a dit. Plutôt que Félix qui est entré dans la polémique, revenir sur l'affaire Le Drian. Mais plutôt que de revenir sur l'affaire Le Drian, il n'a qu'à répondre d'abord à Nanga qui était l'arbitre. Nanga a dit qu'il y a eu un compromis, non? Ben, pourquoi il répond? C'est très insultant. Mais je te l'ai dit ici, pourquoi l'africaine? C'est en fait, Le Drian était en train de dire aux Africains, c'est vous les Africains qui avez
manigancer ça, vous allez après nous accuser, nous les Occidentaux. C'est entre vous, c'est comme ça qu'il a dit, compromis à l'africaine. Non seulement façon africaine, mais ses principaux artisans étaient tous africains, chefs d'État. C'est cela ce qu'il vous a dit. Ok? Alors il est entré dans la polémique. Regardez les autres aspects. Vous allez comprendre, c'est l'approche de la communauté internationale, qui n'est pas la nôtre, alors que nous n'avons pas les moyens de rétablir la paix par nous-mêmes. Regardez, il y a d'autres questions que Macron a évoquées, mais auxquelles Félix Tshisekedi n'a pas prêté attention. Il n'en fait pas cas. Il parle là-dedans de la présence des ADF chez nous. Et il dit, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec Macron, il dit qu'il faut les combattre, qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale. Félix Tshisekedi aurait dû le rappeler à l'ordre, le ramener à la raison pour lui dire que les terroristes, ce n'est pas une question de sécurité nationale. Donc, tant que le monde considérera cette question comme de sécurité nationale, il ne nous apportera pas le soutien nécessaire. C'est sur des choses comme ça qu'il faut travailler. Ça, Félix, ça ne le regarde pas. Il fallait dire à Macron que non. Nous avons droit à la même assistance que le Mozambique. Oui. Que les autres. Macron réduit cette question-là à la sécurité nationale. C'est très grave. Donc, je crains fort que cette approche soit partagée par toutes les puissances. C'était là l'occasion. Voilà. Non seulement ça, mais regarde plus loin encore, Macron revient, et c'est cela la compréhension de la communauté internationale, et d'ailleurs qui se rapproche de la réalité, cette approche qui dit que l'instabilité à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est pas que l'M23. Il y a une année, les M23 n'étaient pas sur le terrain. Y avait-il pourtant paix à l'Est? Non. Cette instabilité, cette insécurité est liée à la présence de plusieurs groupes armés. Plusieurs groupes armés. Et qui ne font que se renforcer chaque jour, étant donné qu'ils ont les champs libres pour exploiter l'or et les autres minéraux. Donc de s'acheter davantage des armes, d'étendre leur territoire. Donc d'affaiblir davantage l'État central. Et là-dedans, donc, il évoque la présence de FDLR. Donc le monde nous demande de traiter la question de FDLR. Ben, vous entendrez les Congolais, même les plus inter, vous dire c'est un prétexte rwandais. Mais puisqu'il c'est un prétexte, il faut enlever ce prétexte à qui? À Paul Kagame. Parce que Paul Kagame n'en veut pas, il ne veut pas, puisqu'on lui demande de négocier avec les FDLR qui sont des Rwandais. Nous n'allons pas imposer, nous n'avons pas le moyen d'imposer à Kagame de négocier avec les FDLR. À l'époque, j'étais très proche de Vital Kamerhe et il était en train de développer son discours de campagne. Il avait tout le temps en avant cette exigence envers Kigali de lui imposer, d'imposer donc à Paul Kagame de négocier. Mais si Kagame refuse de négocier, qu'est-ce que vous faites avec les FDLR? Pendant que les FDLR... Attendez, pendant que les FDLR pillent chez nous, tuent chez nous, et vous êtes en train d'exiger Kigali de négocier, et Kigali s'en fout complètement. On les élimine alors. C'est chez nous qu'ils sont installés, ils sont un danger, ils tuent chez nous. Il faut les désarmer. Ils doivent obtenir le statut, ils veulent continuer à vivre sur le terre congolaise, ils doivent obtenir clairement le statut de réfugié. C'est cela la solution. Et cette solution passe par quoi? Par la construction d'un État fort qui va imposer aux FDLR de rendre les armes et de devenir des réfugiés. Et sinon, alors, il faut le neutraliser. Nous ne pouvons pas, nous, ça me fait très mal. Nous avons quelle compréhension de l'État? Un État sérieux ne peut pas s'accommoder de la présence d'un seul étranger chez lui sans son consentement. Et un étranger armé. Mais nous, on s'est accommodé, on dit non, le Rwanda, chef de prétexte, et le chef de l'État arrive même. Mon Dieu! Attendez. Oui, je vous en prie. Les chefs d'État arrivent à New York devant des journalistes. RFI et France 30, un plateau suivi à travers le monde. Les chefs d'État disent que ces FDLR ne sont plus menaces envers le Rwanda, ils sont devenus des coupeurs de route. Le chef d'État est fier de dire au monde que j'ai des coupeurs de route étrangers que j'héberge chez moi. Donc des gens coupent les routes chez lui et voilà, ils sont là. Il dit qu'ils sont devenus des coupeurs de route. Il dit donc il a des coupeurs de route étrangers chez lui, il coupe ses routes à lui. Heureusement qu'il n'y en a pas de route à couper. Parce que s'il y en avait, ça causerait gravement des préjudices graves. Et il dit qu'ils sont devenus une force résiduelle. Mais une force résiduelle, c'est le chef de l'État qui l'a dit. Plus loin dans la même interview, il fait une annonce. Moi je ne savais pas. Il livre un scoop, il dit que ce sont les FDLR qui ont tué l'ambassadeur italien. Donc ils ne sont pas une force résiduelle. Ils sont une force redoutable. Ils ont la capacité d'avoir l'information,
déplanifier et d'exécuter un haut diplomate. Alors, ça signifie quoi quand le M23, pardon, l'FDLR frappe un tel coup? C'est pour dire, et au Rwanda, et à la République démocratique du Congo, et au monde, j'existe. Voilà le message. Et donc, à Kigali, quelle est la lecture qui est faite? Le M23, pardon, l'FDLR, s'ils n'attaquent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas la capacité ou qu'ils sont devenus une force résiduelle. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est la riposte rwandaise. Et donc, pour le Rwanda, si vous laissez ces forces-là, là, c'est qu'elles vont aller se consolidant, qu'un jour, elles peuvent lancer un assaut contre le territoire rwandais. Alors, mettons un terme à cette affaire. Un terme. Et vous avez suivi ici un audio qui a été diffusé. Moi, j'ai recoupé, j'ai vérifié l'authenticité de cet audio-là. Il y a quelqu'un là qui parle avec un officiel, un général au fond, qui parle avec un officiel, et celui-là lui demande, est-ce que vous êtes en contact avec Omega? Vous savez Omega c'est qui? Le numéro 1, FDLR. Les troupes de l'EAC sont en train de prendre place, en tout cas officiellement, République démocratique du Congo. Déjà ce dimanche, il y en a qui sont dans les différentes cités, dont Sake, qui est à 27 km de Goma. Alors je pose la question aux communicateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont les critères aujourd'hui pour se partager les cités en RDC? Pourquoi le Burundi prend Sake? Il y a les différents... Non, il faut... Il faut reconnaître que par rapport à la critique que moi j'ai mise au tout début, il y a quand même une évolution parce que je me demandais c'est quoi cette force régionale. Exactement. Où chaque contingent a pris un morceau et a traversé un jour à lui les Burundi cantonnés dans le sud Kivu, l'Ouganda en Ituri là-bas et ainsi de suite. Ces brassages-là, je crois, pour moi, je le considère comme une évolution. Reste à ce que cette force exécute réellement son mandat offensif. Or, j'ai l'impression que ce mandat offensif-là ne sera jamais mis en œuvre. Qu'il existe, il faut demander au ministre de la Défense d'arrêter. Il va se demander, il va poser la question à qui? Il n'a qu'à se taire et aller... Non, il n'a qu'à se taire et aller poser la question en catimini, à Nairobi. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'ils ont négocié, lui et les chefs de l'État, alors? Il pose la question à qui? Quand il s'interroge maintenant, qu'il aille poser la question, qu'il s'en remette à son chef, qui est Félix Tshisekedi, à celui-là de poser la question à ses homologues. Qu'est-ce qu'ils ont négocié finalement? Je me souviens, je me rappelle dans la même interview que j'ai évoquée ici, que Félix était tout fier de l'annoncer, que d'ailleurs, les forces kenyanes débarqueront à Bunagana et que les M23 enverront de toutes les couleurs. Ils ont débarqué bien plus tard et où? À Goma. Donc il y a un problème. S'il te plaît, je tenais le tweet du ministre Moïndo Zangui qui a dit si la force de l'EAC n'avait pas été déployée, Goma serait déjà prise. Mais c'est quand même grave. Donc, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Cet homme-là que vous citez là, il ne comprend pas ce qui se passe à Goma. Donc il veut quelque part dire un mérite pour l'EAC. Le mérite, ce n'est pas que Goma ne soit pas tombé. Non. Ce n'est pas ça un mérite. Et vous voyez quel apport de la part des ministres congolais. Le M23 était sur le point de prendre Goma. Quelque temps avant que l'EAC n'arrive, les forces de l'EAC, les forces de l'East African Community, ils en avaient les moyens. C'est tout autant qu'ils pouvaient prendre Sake depuis. Mais il y a bien des raisons qui ont fait qu'ils ne sont pas passés à l'acte. Un, le monde n'est pas préparé à accepter qu'une capitale de province passe sous contrôle rebelle. Ça va provoquer trop d'indignation. Oui, les Nations Unies auront du mal à gérer cette situation. Deux, le M23 lui-même se demande s'il pourra gérer Goma. C'est une grande ville. L'administrer n'est pas facile. Et une ville rebelle, contestataire, tu le sais très bien. Politiquement, ça va créer plus de problèmes au M23 que d'autres là. Le M23, sa stratégie, ces bonhommes-là que tu me dis, ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Comme la plupart d'entre eux. Sa stratégie, c'était que quoi? C'est d'étrangler Goma, pas de prendre Goma. D'asphyxier Goma, à la limite, de pousser à des émeutes à Goma et contraindre le gouvernement à négocier. C'est cela, il ne comprend rien. Est-ce qu'il en a même les ressorts intellectuels pour comprendre la situation qui se passe là? Mais il en a. Excusez-moi d'être aussi dur.
C'est ça le problème. Le pays est en train de partir. Maintenant a mis en place une stratégie. Si je prends Goma, ça va être décrié partout. J'ai fixé Goma et puis je mets Kinshasa à genoux. C'est cela. Il ne faut pas en faire un mérite. C'est quoi un mérite? L'M23 a progressé, a conquis des territoires qui n'étaient pas sous son contrôle. Mais pour arriver à ça, vous savez ce que c'est? Mais Kibumba, à 20 ou 25 km, entrée de Goma, et Saké de l'autre côté, je ne sais pas, une cinquantaine de mètres, mais c'est des entrées opposées. Donc le M23 a eu le temps de contourner. Et notre armée était incapable d'anticiper, et celui-là vient applaudir, d'anticiper et d'empêcher ce contournement. C'est un contournement qui te prend 2 jours, il ne se passe pas en 1 jour. Et d'ailleurs, si vous y allez par les voies ordinaires, vous devez traverser le parc de Virunga. Moi, j'ai fait ce parcours-là en tant que journaliste. C'était un long contournement. Ce qui m'étonne, c'est que notre armée avait tiré la sonnette d'alarme, avait dit que c'était leur, ces retraits-là de Kibumba. Et bien voilà, ils ont surgi. Ben alors, nous étions où? Vous avez su, nous étions où? Le chef de l'État qui a dit, si cette situation perdure, on risque... Et puis, vous devez vous mettre en tête que les contingents étrangers ne viendront pas mourir pour nous. Tout autant que le contingent de la MONUSCO. Ces corps expéditionnaires, quand ils arrivent chez vous, s'ils connaissent beaucoup de pertes, leurs opinions publiques vont s'en indigner. Si aujourd'hui, ça va créer des problèmes. S'il y a 100 Kenyans, 200, ils viennent pour minimiser les pertes dans leur rang. Leurs opinions publiques n'accepteront pas de grosses pertes. Alors cet homme-là que vous m'évoquez, il n'est pas capable de comprendre toutes ces choses-là. Le président l'a dit, si la situation perdure, on risque de pas avoir des élections, on risque de ne pas mettre en application le projet de 145 territoires, on risque de gommer attendez. Et on risque la gratuité de la santé. Je commence par le premier point, les élections. Est-ce que, en tant que communicateur, fin observateur, y a-t-il risque qu'il n'y ait pas des élections, Mike, ou y a-t-il risque aujourd'hui d'avoir un dialogue interconfessionnel? Mais puisque vous parlez de menaces qui font peser la présence du M23 sur le territoire du Congo, sur plusieurs projets importants, moi je voudrais plus commencer, parce que l'organisation des élections, ce n'est pas un projet. C'est quelque chose à faire, c'est comme ça, c'est normal. Vous pouvez vous imaginer un programme à vous et le mettre en œuvre, l'accomplir, ainsi de suite. Je vais y aller avec les 2 autres projets. Je commence par les 145 territoires. Ont-ils commencé? Ils avaient commencé quel jour? C'était un programme triennal qui partait de 2021 à 2023. Combien de fonds ont été déjà mobilisés? En 2021, qu'est-ce qui a été accompli? En 2022, qu'est-ce qui a été accompli? Il y avait des fonds qui étaient attendus, qui ne sont pas venus. Certains fonds attendus, même des sources aléatoires. Des fonds d'ETS, des droits de tirage spéciaux, du FMI, du Fonds monétaire. Est-ce que vous pouvez baser un programme à vous sur les fonds d'ETS? Vous trouvez ça sérieux? Vous n'en connaissez même pas la hauteur. Et le monde a connu cette crise de Covid et ces fonds-là n'ont pas été décaissés de la part des institutions de Bretton Woods et vous n'avez pas pu mettre votre projet en œuvre. Et vous voulez aujourd'hui prendre prétexte de la guerre du M23? C'est faux complètement. Le projet 54 territoire n'a jamais commencé. Je l'ai dit depuis. Je l'ai dit. On a vu des engins qui. Oui, de la gesticulation. De la gesticulation. Et d'ailleurs, c'était un projet qui était très mal conçu. Vous ne pouvez pas vouloir impulser le développement à la fois partout. C'est impossible. C'est impossible. Comment vous allez le faire? Et avec quels moyens? Vous voulez que dans chaque territoire, qu'on construise pour 10 millions de routes, des hôpitaux? Comment on va faire? Plutôt qu'aller avec des pôles d'intérêt qui vont permettre, qui vont produire des effets induits. Si vous prenez une route qui est essentielle, qui part d'une telle province productrice de tels produits à une autre, mais tout au long de cette route-là, il va s'en suivre un développement. Plutôt que d'aller dans un développement imaginé de manière endogène. Donc chaque territoire pense à lui. Mais vous bloquez le pays. Qu'est-ce que vous allez construire en 3 ans avec 10 millions de dollars dans chaque territoire? Dites-moi. En 3 ans, c'était ça ce qui était prévu. Vous construisez quoi? Vous voulez les ponts, les écoles et le tout à la fois. Utopique. Vous ne vous imaginez pas le grand projet, le grand pont qui peut relier telle et telle province et faire avancer le commerce? En fait, l'État place des infrastructures qui aident à ce que le commerce prospère et que les particuliers s'enrichissent et que ça booste la consommation.
C'est cela que ça crée des richesses. Vous allez déjà avec une conception d'un projet à installer localement. De quelle façon vous parlez d'un projet à la base? Comment on peut concevoir le développement comme ça? Comment? Et regardez même qu'il y a dedans, il y a déjà une niche. Une niche déjà aménagée pour la corruption dans les 145 territoires. Déjà. Vous avez, je ne peux pas comprendre que vous voulez mettre un projet en œuvre et vous en faites qui? Des exécutants? Non, je ne sais pas quelle légalité, vous décidez que c'est le PNUD qui n'a rien à voir avec la gestion des projets au Congo, qui est un organisme des Nations Unies. Vous impliquez les PNUD, vous prenez les BCECO. Les BCECO, tout le monde sait que les BCECO devaient être déjà dissous. À la création de la Direction générale de contrôle des marchés publics, les BCECO devaient être dissous. Les BCECO étaient une structure provisoire, demandée par les bailleurs extérieurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la moindre structure de passation des marchés. Vous y mettez les BCECO, vous y mettez la CFE, qui est une structure du ministère des Finances. Les deux structures ici, BCECO et CFE, reçoivent déjà des fonds de l'État, régulièrement pour leur fonctionnement. Non, vous les impliquez dans les 145 territoires, et qu'est-ce que vous dites? Vous prévoyez en fait une niche de corruption, plus de 100 millions du projet devront aller à ces agences appelées agences d'exécution. Donc, les deux là sont payés doublement. Ici, ils reçoivent des frais de fonctionnement de l'État et ici, comme agents d'exécution. En fait, des frais de c'est des fonds de rétrocession, de rétrocommission. Ils allaient passer juste par la BCECO et revenir à des bénéficiaires déjà tapis à l'ombre. Et aujourd'hui, vous voulez regretter? Rien n'a été mis en œuvre. Mais quand Félix Tshisekedi parle, est-ce que nous, Congolais, nous comprenons ce que c'est la couverture santé universelle? Il y a beaucoup de chefs d'État, surtout chez nous ici, qui ont une chance formidable de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi. C'est de diriger des gens qui voyagent très peu. Les Congolais sont pauvres et ne voyagent pas. Un Congolais à 50 ans, il te dira qu'il n'a jamais vu une autre ville que Kinshasa. Même Kassangoulou, il n'y a même pas mis les pieds. Il ne sait pas se constituer une épargne et se permettre un voyage. Et donc, comme les Congolais n'ont presque rien vu à l'extérieur, on leur raconte des canulars ici. Vous savez ce que c'est la couverture santé universelle? Nous ne sommes même pas encore à moins 100. Même pas à moins 1. Pour commencer. Aux États-Unis, ça n'a pas marché. Hein? Ça n'a pas marché. Un pays prospère. Quand Félix le dit, ça signifie quoi la couverture de santé universelle? Nous sommes loin. Dans un pays où il n'existe pas d'infrastructure hospitalière. Nous sommes à 1 ou 2 sur une échelle de 50 en termes d'infrastructure hospitalière. Il faut aller trouver un hôpital à 20 km pas de mutuelle de santé. De son lieu d'habitation. Et quand vous trouvez un hôpital, il faut voir à quoi ça ressemble. Moi, je viens de Kindu. J'ai fait un tour dans les hôpitaux pour aller visiter les nôtres qui avaient été blessés lors des attaques contre le cortège des Salomon Escadé-là. Mais ce que j'ai vu là, ça ne ressemble à rien à un hôpital. C'est miteux. Vous ne pouvez même pas y mettre les nez. Il n'y a qu'un lit d'hôpital. Et dans quel état ces lits-là? Ça, c'est dans la ville de Kindu, capitale des provinces. Et vous allez commencer la couverture santé, vous allez la commencer par où? Est-ce qu'il vous a déjà donné le coût de ces projets-là? Et l'échelonner, voilà, la première étape, ce n'est qu'une proclamation. Donc, il y a des proclamations qui ont échoué. On va imputer cet échec-là à la présidence du M23. Faux. C'est des projets pas du tout conçus, ce n'est même pas des projets. Et maintenant, parlons des élections. Mais nous disions depuis tout le jour, depuis tout le temps, nous avons commencé par dénoncer l'irréalisme de ces calendriers. En ce moment-là, eux n'avaient pas dit que les fonds que nous affectons à la guerre vont avoir un impact sur le processus. Non. Nous vous le disions que ce calendrier n'est pas réaliste et il n'est pas. À Kinshasa, l'enrôlement a été lancé pour 30 jours. Kadima l'a prolongé pour une quarantaine, une cinquantaine de jours. Ça, c'est le M23 à Kinshasa. Vous vous imaginez que vous me présentez un projet à 10 millions de dollars. J'ai les finances, vous revenez au terme du temps qui était imparti pour la réalisation du projet, vous revenez pour me dire « Ah non, il me faut encore 9 millions ». Avez-vous déjà un projet à 10 millions qui prévoit des impondérables de 9 millions? Une période d'enrôlement de 30 jours pour une prolongation de 40 jours. Ça signifie que ce qui a été prévu au départ n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse. C'est pas ça? Donc la période de prolongation est même plus longue que la période initiale. Ben, ça, c'est le M23. Que la période, vous voulez me dire quoi? La période de prolongation ici à Kinshasa, il y a guerre ici. Il y a guerre ici, vous voulez me dire?
Donc on a... faire un dialogue intercongolais, comme l'a dit Denis Kadima. Nous attendons les élections. La ligne de mon parti est connue. La ligne du leader de mon parti, Moïse Katumbi Chapoué, est connue. J'ai entendu Fayoulou s'exprimer à travers un tweet ce matin. C'est la même ligne. Nous voulons les élections. Et dans les délais. Pourquoi vous nous amenez ici? Mais tel que le président lui-même l'a dit, le président de la CENI l'a dit, il y aurait peut-être un dialogue intercongolais. Nous n'avons pas besoin de son avis. Lui n'a qu'à constater qu'il ne peut pas organiser les élections. C'est qu'il a déjà fait. Parce que ce qu'il a dit au micro de Jean-Marie, c'est de dégager sa responsabilité. Donc de dire aux Congolais, de dire aux Congolais, si les élections n'ont pas lieu, c'est pas moi, c'est Félix Tshisekedi et son gouvernement. Voilà, c'est clair ce qu'il nous a dit. Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Ben, nous aviserons le moment donné. Oh là là. Oui. Un dialogue Non, madame, nous voulons les élections. Et j'ai bien le PPRD qui a une position davantage tranchée sur cette question-là. Et je m'interrogeais dans un tweet récemment. Comme par prémonition, je me demandais... Vous êtes sur Twitter, bon, non, je tweete tout souvent. Je tweete par personne interposée. Par personne interposée, toujours par Patrick Locala ou par Grammic Legrand. Okay. Je m'interrogeais si finalement le PPRD n'avait pas raison. Oui, et j'appelais, donc je renouvelle en ce moment même. Maintenant, là, ici, je renouvelle cet appel-là. J'appelais des gens en ce moment-là, les principaux leaders de l'opposition, à se retrouver autour d'une table pour une évaluation à mi-parcours. Il faut le faire. Une toute dernière question de com. Est-ce que pourquoi le président Macron a vu discrètement, entre guillemets, Denis Mukwege? Bon, le président Macron avait besoin, avant de parler en public, en République démocratique du Congo, parce que vous savez qu'ici, il y a une question très sensible, contrairement aux autres pays qu'il a visités, c'est la question de l'Est, où beaucoup accusent la France d'être complice. Il voulait avoir un ressenti réel, précis, authentique de la situation. Et il a recouru au service d'un homme de la société civile. On dit souvent que Denis Mukwege est l'homme des Français. Est-ce vrai? Il est l'homme des Français en quoi? En quoi il est l'homme des Français? Il est le nôtre, il est l'homme des Français. En quoi il est? Reçu avec autant de facilité à l'Élysée. Mais il est prix Nobel. Il est prix Nobel de la paix. Donc il peut frapper à n'importe quelle porte au plus haut niveau du monde et être reçu. Il peut frapper chez Biden, il peut frapper, être reçu, il est prix Nobel. Et non seulement ça, c'est un porte-voix incontournable sur la compréhension de la crise de l'Est. Pendant que celui-là même est traqué, combattu par Kigali, ici vous le traitez de valet de Français. C'est cela, nous, incapables de reconnaître les mérites de nôtres. Nous avons quelqu'un qui peut nous servir de levier diplomatique, mais nous ne l'utilisons pas. C'est un levier diplomatique important, Denis Mukwege, en informel. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour de simples raisons de calcul politique, parce que vous le redoutez, il sera candidat, vous ne mettez pas en avant les intérêts du Congo. C'est ça le problème. Son mérite n'a pas été reconnu sous Joseph Kabila, non plus aujourd'hui. Non plus. Non plus. Aucune reconnaissance, alors qu'il est prix Nobel. Aucune. Vous savez ce qu'il a. Tshisekedi ne soit pas reconnu. Ça m'a étonné. Nous. Plus d'une fois. Parce que les gens sont dans les petits sentiments, dans les humeurs. Il est candidat, donc il ne faut pas lui donner cette reconnaissance, sinon ça sera un tremplin. Voilà comment les gens réfléchissent. Donc c'est cela le problème à nous. Le problème à nous, en tant qu'État. D'être objectif, et nous manquons la capacité de faire cette opération-là. Toute dernière question, le rôle de Fally Ipupa a été fustigé par la plupart des Congolais. Est-ce que Fally Ipupa a-t-il mal joué son rôle d'influenceur en guerre? Je vais d'abord y aller sur cette question. Okay. J'ai répondu sur la responsabilité de la France. Je partage le point de vue d'Emmanuel Macron qui, lui, nous doit. Je l'ai dit, j'ai amené des éléments ici. C'est là qui accuse Fally Ipupa. Peuvent-ils demander à Félix Tshisekedi en 5 ans de règne, pourquoi n'a-t-il pas commémoré une seule fois les 6 millions de morts? C'est là qu'ils sont très très prolifiques dans les réseaux sociaux à attaquer. S'il peut poser à Félix la question, vous n'êtes pas sérieux vous-même. Alors aujourd'hui, vous voulez charger la France. Ok. Alors, quand bien même c'est le cas de charger la France, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre Fally Ipupa? D'être reçu par Macron, il ne l'a pas amené.
Ça a été planifié entre les protocoles congolais et les protocoles français. Vous voyez, Fally Ipupa faire déplacer un chef d'État étranger de lui-même. Il fallait bien que Macron donne l'image de s'approcher de Kinois. Il est venu presque en catimini. Le régime redoutait des manifestations d'hostilité par-ci par-là. Macron est entré à Kinshasa à 23h pour quitter à 23h un vendredi pour quitter Kinshasa dimanche 5 à 0h50. Il fallait bien qu'il montre ses rapprochements pour marquer le Congolais que je suis avec vous, que je vis avec vous, que je suis venu vers vous. Le peuple congolais, c'est cela. Ça a été imaginé et mis un coup de com', c'est cela. C'est juste cela. C'est un coup de com'. C'est cela. Mais c'est quoi? Mais qu'un de nôtres, une star à nous, se trouve hissé sur un plateau comme celui-là. Mais c'est bien pour lui, pour la suite de sa carrière. Cette image a été vue des millions de fois en France et partout ailleurs. Non, des tout petits esprits malveillants s'en prennent à Fally. Ceux qui n'ont rien fait pendant 5 ans de règne, rien, incapables de la moindre compréhension pour faire avancer le pays. Tout ce qu'ils savent, c'est s'agripper à ces tribalismes rampants qui ravagent maintenant le Congo, où le chef de l'État lui-même est souvent là, quand il est là, c'est sa tribu qui est exaltée. Moukwantombolo. Comme si du temps de Kabila, il fallait tout le temps crier Moukwamanono, c'est ça. Hein, Moukwamanono, c'est ça. Et lui-même est très souriant face à tous ces vivants-là. C'est ça. En fait, Mobutu, c'était Moukwalisala. Ah, donc Mobutu, Moukwalisala, c'est ça. Quelque chose comme ça. Oui, oui, alors. Donc c'est un peu ça. Ah, c'est ça que ça signifie. Vous ne savez pas si c'est tribu Moukwantombolo? Non, je ne sais pas. C'est ça sa tribu dans le territoire de Kabeyaka Mwanga. Vous vous rendez compte à quoi nous sommes... Cette image ça vous fait plaisir aussi. Hein? Bon, ok. Hein? Bon, ouais, il a voulu montrer une image de socialisation avec la rue. Il a été fustigé avec ça, hein, le pauvre. Il n'avait pas à être là, moi, je te l'ai dit, puisqu'il n'a pas à rechercher des selfies avec un chef d'État étranger, comme ça, comme un gamin. Ça, c'est mon fils qui est en 7e, qui doit... avoir de telles inclinations, mais pas un ministre. Hier, c'était avec Kagame. Alors là, c'est pour peut-être impressionner les copines, et je ne sais pas. Et quand on est un homme d'État, on n'est pas à la recherche des selfies comme ça. Et ouais. Voilà, donc moi, je vais vous dire, moi, il y a bien d'images de moi, des photos que j'ai prises à certains endroits, avec tel ou tel, mais que je ne publie pas. Moi, il y a bien d'images que j'ai vues chez Katumbi avec des gens puissants à travers le monde, en décontracte, hein, chez eux. En décontact qui m'a montré, mais c'est parce que c'est en intimité, mais ce sont des images qui n'ont jamais été publiées. Accordez-moi 2 minutes, cette cassure entre l'Est et l'Ouest, parce qu'on dit qu'à l'Ouest on est en train de fêter, et à l'Est, voilà, c'est une sorte de cassure entre... Bon, n'opposez pas le Congolais les uns. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, n'opposez pas le Congolais les uns aux autres. N'opposez pas le Congolais. Le peuple de Kinshasa particulièrement s'est toujours montré très solidaire à nos compatriotes de l'Est. Rappelez-vous qu'à l'époque, Bukavu est passé sous contrôle rebelle avec Laurent Kunda et Jules Mutembezi. Des gens, des étudiants, il y a eu de hordes de manifestants à Kinshasa qui sont pris au siège de la MONUSCO. Et ce mouvement-là a eu un impact direct sur le terrain. Moi, j'ai eu à rencontrer Kunda, j'ai même passé 3 nuits dans son maquis, dans sa vie de journaliste. Kunda m'a dit qu'il avait quitté Bukavu sans que les FARDC ne tirent une seule balle. C'est de son de pression diplomatique qu'ils l'ont fait partir. Il me l'a avoué. Il m'a dit de gens qui ne pouvaient jamais m'appeler un jour. Jamais. J'ai reçu des appels du monde entier. De l'Américain qui était là à l'époque comme représentant du secrétaire général de Williamson, de Louis Michel. Et toutes les 30 minutes, les mêmes appels. Swing les 30 minutes après, il revenait, donc vous n'avez pas encore quitté la ville. Et des appels de ses propres souteneurs au Rwanda. Et il a fini par quitter la ville. Et il faut donc reconnaître ce mérite-là aux Kinois. C'est là, ce que nous voyons dans la rue, là. Ça, ce n'est pas les Kinois. C'est 5, 10, 20 personnes qui sont dans des cabarets, qui boivent. Libre à eux de boire. Ce n'est pas ça, Kinshasa. Ça, c'est l'aspect que des gens comme Ngobila, Gentini, veulent mettre tout en avant pour montrer qu'il y a que ça, il y a une vie à Kinshasa. Sinon, nous aurions dû, aujourd'hui,
déjà imposé que pour ce qui est de consommation des alcools, que ça ne se fasse que dans des lieux fermés. C'est la seule ville au monde où vous voyez les gens boire et danser partout et tout. Quand vous posez la question argentine, on me dit, en fait, c'est des gens qui croient que c'est comme ça qu'il faut gérer les quinoa. Comme ça, ils vont moins s'occuper des affaires. Voilà. Merci beaucoup Mike Moukebaye, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de partager ce temps avec nous. Je vous dis, c'est mon condisciple Ali Fassik. Ali Fassik en première année graduée. Voilà, donc il est moins à 18. Ben, elle est partie tout de suite après parce qu'elle a été primée première dauphine. Hein, on cherchait à la draguer tous à l'époque. On cherchait à la draguer, elle était première dauphine. Elle nous faisait baver. Paul Première dauphine, je crois c'est en 1991 par là. 94 par là, elle était première dauphine. L'amitié, on ne se posait même pas, je ne sais même pas de quelle province il est, je l'ai su. Même si je suis où, que je suis Moukantombolo. Moi, je ne sais pas, tu es de Moukwa, moi je suis de Moukwa, je ne sais pas. Moi, je suis Moukwambaye, voilà, mais là, il faut maintenant. Moukwambaye. Moukwambaye, voilà. Mais maintenant, c'est l'heure du coming out ethnique. Il faut que chacun décline son ethnie. Merci à vous, merci. Et on se retrouvera en tout cas avec le même plaisir très bientôt.